Bonjour, bienvenue à Faire une femme de soi. Comment allez-vous en ce vendredi ensoleillé? Quelle journée fabuleuse! Et si vous nous écoutez en podcast, parce que oui, Faire une femme de soi est disponible en podcast sur toutes les plateformes. Si vous nous écoutez un 3 décembre, eh bien, sachez que nous avons connu le soleil et le bonheur en ce week-end du 11 juillet. Aujourd'hui, c'est un épisode comme on en fait parfois à Faire une femme de soi. C'est un épisode où je vais vous parler en solo. On va se jaser de l'année Faire une femme de soi et j'ai envie de vous partager les perles que chacun de nos invités, ou peut-être pas chacun, mais que plusieurs de nos invités nous ont partagé cette année parce que, évidemment, c'est une aventure d'apprentissage, d'informations précieuses. Si vous êtes entrepreneur, si vous voulez être entrepreneur, mais aussi, il n'y a pas juste des entrepreneurs qui viennent à Faire une femme de soi, il y a des gens d'un peu tous les milieux qui nous parlent de leur, je dirais, oui, on parle un peu de savoir-faire, mais ma quête, c'est vraiment de vous parler de savoir-être aussi, de vous présenter différents modèles, quelles sont leurs qualités, quelles sont leurs forces, qu'est-ce qui fait que c'est des gens qui se sont démarqués dans leur milieu, c'est des gens qui ont duré dans leur milieu ou c'est des gens qui ont innové dans leur milieu. Alors, il y a plusieurs qualités qui ressortent de nos entretiens. Puis, restez à l'écoute parce que vous allez vous reconnaître dans plusieurs de celles-ci. Puis, c'est pas compliqué, là. Quand vous vous reconnaissez dans une qualité ou dans une force, la meilleure façon d'en profiter, c'est de nourrir ces forces-là ou nourrir ces qualités-là. Et savez-vous quoi? Quand on nourrit nos forces, c'est le fun. Je vous donne un exemple. Moi, mon intuition, j'ai bâti une carrière autour d'une intuition que je m'expliquais difficilement. C'était comme un cadeau du ciel, tiens. Je le voyais comme un cadeau du ciel, ce fait que j'avais d'écouter de la musique ou une chanson et que j'avais quelque chose comme un indicateur. Mon frissomètre interne là, me donnait toujours des informations presque exact, dans le sens où j'ai appris à écouter ce frissomètre-là et je pouvais dire « Ah, mais cette chanson-là, c'est cette chanson-là qui va être un hit. Oh, cette chanson-là, c'est celle-là que les gens vont aimer. » Et donc, quand j'ai réalisé que l'intuition, donc cette espèce de ressenti qui me faisait prendre des décisions de façon assez solide et déterminée parce que j'ai appris à faire confiance à mon intuition. Et là, je me suis dit, mais comment on fait pour nourrir ça, l'intuition? Comment on fait pour devenir meilleur dans le domaine de l'intuition? Alors, dans mon cas, j'ai appris que l'intuition, c'était très relié au corps. Il faut apprendre à être dans le moment présent, à être dans notre corps pour voir les signaux, justement, pour bien ressentir ces 10 frissons qui partent là, parfois de la colonne vertébrale ou, à la nuque, les bras, dépendamment. Mais ces frissons-là, donc être dans notre corps, faire du yoga, faire de la méditation, plus d'activités contemplatives. Dans mon cas, c'était ça. Alors, donc, c'est ça. Quand je vous dis, c'est des trucs de savoir-être. Donc, j'en ai appris de chacune des personnes qui est venue me rencontrer cette année à Faire une femme de soi. J'ai le goût de vous les partager parce que c'est vraiment des perles. Alors, en premier, j'ai le goût, parce qu'on parlait de musique, c'est sûr que j'ai le goût de vous parler de Diane Pinet. Diane Pinet qui est venue la première de la saison, est avec Diane Pinet. Ça fait... Je l'ai achalée longtemps avant qu'elle accepte de venir nous voir, la belle Diane, qui est un monument. Diane, c'est une femme qui est dans le milieu de l'édition musicale depuis des années et qui a encore, et on l'entend dans l'entrevue, elle a encore la passion de son métier. C'est clair qu'elle est encore complètement engagée. Pourtant, la musique, ça a subi toutes sortes de tempêtes depuis 20 ans, que ce soit le numérique, que ce soit toute la transformation du modèle d'affaires, que ce soit l'internationalisation. Donc, comment on fait pour survivre à toutes ces montagnes russes-là? Puis, ce que j'ai appris avec Diane, premièrement, elle a choisi le bon domaine pour elle, ce qui la branche vraiment. Donc,
ça, je le sais que c'était dur pour une certaine génération de faire des choix de cœur plutôt que faire des choix de tête. On s'entend, il y a des gens qui ont choisi de devenir, exemple, ingénieur ou qui ont choisi de devenir professeur, même si c'était pas ça qui les interpellait dans leur cœur. Fait que c'est sûr que faire des choix de tête quand on veut parfois se sortir de situations économiques difficiles, on veut se créer un certain confort qu'on n'a pas eu avant, ça fait du sens. Moi, je le comprends, ça fait du sens. Maintenant, les gens qui ont eu cette espèce de folie-là de ne pas suivre ce que leur a dicté leur famille, ce qui était clairement le cas de Diane, là, elle a choisi d'aller en musique, elle a appris des plus grands bons de l'industrie musicale. Elle est toujours aussi passionnée parce que c'est un milieu qui, en soi aussi, est challengeant. Puis souvent, les gens qui ont de la difficulté à rester dans un métier, c'est parce qu'il manque de challenge, mais la musique... La musique, ça en manque pas. Alors, on a vu une Diane complètement alignée, malgré les montagnes russes, qui est encore passionnée, qui gagne des prix. Elle a encore gagné éditrice de l'année. Félicitations, Diane. Un autre de ses secrets aussi, elle s'entoure de jeunes. Travailler avec des jeunes musiciens, travailler avec des jeunes qui ont une vue différente, continuer d'apprendre, côtoyer des gens. Vous savez, dans n'importe quel métier, de travailler avec les plus jeunes, bon, au début... Si je me rappelle, moi, au début, on n'a pas le temps de transmettre tout de suite l'information aux plus jeunes, tout ça. On est tellement occupés, je pense. Puis je pense qu'il faut respecter ça. Il ne faut pas que je me juge trop. Tu sais, je me dis, il y a une portion de ma carrière où je n'avais pas le temps pour les plus jeunes, où je n'avais pas le temps de partager ce que j'apprenais encore de toute façon. Mais vient un moment où, là, dans la transmission et de prendre le temps, donc, de travailler avec des plus jeunes, de leur montrer ce que tu as appris, de les outiller pour l'avenir. Je pense aussi que ça donne un sens à son métier, puis ça aide à continuer. Moi, je vois beaucoup de gens qui continuent de triper dans leur domaine justement parce qu'ils sont entourés d'équipes de toutes les générations, puis ils continuent d'apprendre. Mon deuxième invité cette année était aussi un producteur en musique, Nicolas Lemieux, épisode 177. Donc, Diane, c'est l'épisode 176. Vous pouvez aller l'écouter en podcast sur toutes les plateformes, exemple Spotify, Apple, et même, depuis peu, vous me voyez peut-être en ce moment sur YouTube. Bonjour YouTube. Alors, bonjour YouTube si vous êtes là. Mais donc, vous pouvez voir Faire une femme de soi. Donc, Nicolas Lemieux, qu'on a connu, vous l'avez peut-être connu quand il est allé à Tout le monde en parle, pour parler de l'affaire. Il était le gérant de Ginette Renault quand il y a eu l'histoire des gens coutus. Il est allé s'expliquer là-dessus, mais il s'est très bien... Il a mis les pendules à l'heure dans le respect de Ginette. Je pense qu'il a bien navigué ces questions-là, mais il a aussi parlé de qui il était, sa passion. Il fait beaucoup de projets symphoniques et le public est tombé en amour avec lui. Alors, ce qui est drôle, c'est que lui qui travaille derrière les vedettes et les projets depuis plusieurs années est en quelque sorte devenu lui aussi une vedette. Il est devenu connu. Puis ce que j'ai aimé, évidemment, de cet épisode-là, c'est qu'on a vu la valeur pour un entrepreneur ou un artisan d'avoir une reconnaissance du public pour le développement de ses affaires. Parce que Nicolas, il a dit, j'en reviens pas. Après ça, il y a plein de monde qui ne me parlait pas pendant des années, qui sont mis à m'appeler. Il y a plein d'opportunités qui sont venues vers moi. Donc, c'est pas juste le public qui le connaît. C'est le milieu des affaires. Donc, on parle beaucoup en ce moment de branding personnel, de prendre le temps de se faire une réputation, de parler de ses compétences ou de parler de son expertise. Est-ce que ça peut être bon pour les affaires? Bien, Nicolas Lemieux en est la parfaite illustration. Puis oui, là, vous allez me dire, Janie, on n'a peut-être pas écouté l'épisode 177. Comment ça qu'il y a un gars qui est venu à Faire une femme de soi? Mais j'en reçois chaque année, un ou deux. Premièrement, parce que Nicolas Lemieux puis moi, on a travaillé ensemble dans le temps. Puis il était tellement girl power. Avant le girl power, là, lui, il est tombé en amour avec le marché de la musique parce qu'il aimait Madonna, parce qu'il aimait Janet Jackson. On avait les mêmes idoles. Whitney Houston. Il a travaillé avec Mélanie Renaud. Entre autres, là, qui était une chanteuse incroyable. Hein? Je ne sais pas si tu savais à quel point cette fille-là donnait des frissons. C'est comme si elle était connectée à quelque chose de
c'est triste, on l'a perdu, Mélanie. Mes sympathies encore assez proches, puis tout ça, mais c'était vraiment toute une chanteuse. Donc, Nicolas, un passionné, donc, qui lui aussi persiste et signe dans la musique. Puis après son passage à Tout le monde en parle, d'énormes opportunités sont venues vers lui. La compagnie a continué de grossir, fait des acquisitions, des professionnels aguerris se joignent à son équipe. Et dernièrement, la semaine passée, on a vu Nicolas aussi nous parler beaucoup parce que Nicolas, c'est lui qui a fait les albums de Fiori, les plus récents albums de Fiori. Par une transaction avec GSI Musique, c'est lui qui avait les droits sur le catalogue. Il a sorti Harmonium Symphonique. Il a fait plusieurs projets avec Serge Fiori. Sa peine était palpable la semaine dernière. Et puis, j'en ai pas... Je veux faire une petite parenthèse, juste pour vous dire que moi aussi, je l'aimais, Serge Fiori. Je sais pas vous, là, mais moi, j'avais lu sa bio. C'est vraiment quelqu'un de... C'est un créateur de grands génies, comme on en a eu peu dans l'histoire, je pense. Sa musique était à un point universel qu'elle transcendait les langues. Harmonium aurait pu facilement faire le tour du monde, n'eût été des limites que Fiori lui-même a rencontrées à un moment donné. Question de santé mentale à l'époque, c'était pas démocratisé. Donc, pour protéger sa santé mentale, son anxiété, son stress par rapport à la scène, il a arrêté de faire de la scène, mais il y avait des demandes. Hein. Il a joué aux États-Unis. Il aurait pu devenir une vedette dans tous les pays, mais c'est une job très, très demandante. Mais au niveau... Puis c'est drôle, je ne sais pas si vous avez, comme moi, réécouté beaucoup du catalogue de Serge. D'ailleurs, il va y avoir les funérailles nationales la semaine prochaine, le 15 juillet, je crois. Ça va être diffusé. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, désolé pour la mention. Mais tout ça pour dire que si vous avez écouté le catalogue, moi, je m'attendais à écouter des classiques que j'ai écoutés souvent, mais je suis restée accrochée sur Viens donc danser. J'ai écouté peut-être parce que c'est festif, peut-être parce que ça ressort de son catalogue, mais j'ai toute la finale qui comprend de nombreuses influences de nombreux pays. Je trouve cette chanson-là tout à fait géniale, tout à fait unique dans l'histoire de la musique du Québec, là. Puis on n'en parle pas souvent, on va parler de Pour un instant, puis tout ça, mais moi, Viens donc danser là, sur la bonne Fiori-Séguin, c'était une de mes meilleures. Bref, fait que là, Nicolas, donc, qui a côtoyé beaucoup Serge Fiori dans les dernières années, était bouleversé la semaine dernière, on le comprend. Alors, vous pouvez aller l'écouter, Nicolas Lemieux, épisode 177. Il nous raconte comment il est tombé en amour avec la musique. C'est un épisode fascinant. J'ai eu la chance de recevoir une femme qui fait un peu ce que je fais, donc qui donne la lumière à d'autres femmes, mais dans le marché anglophone montréalais. Donc, c'est important pour moi de faire le pont, parce que parfois, hein, on a comme deux réalités qui se parlent pas, mais au contraire, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus lieu d'avoir de frontières dans un monde où la mondialisation est la norme, là. Fait qu'on peut-tu parler, s'il vous plaît? Alors, Baby G, de son côté, épisode 178, donc, met beaucoup d'autres femmes en lumière. Elle organise un grand événement auquel j'ai assisté à l'automne pour mettre... Puis, il y avait des vedettes internationales là, du branding qui étaient là, des filles de New York, des filles du Canada anglais. C'est vraiment un bel événement au Centre Phi qu'elle avait organisé. Donc, il y a des belles choses qui se font dans la mise en lumière du féminin. Puis, Baby G, elle a une histoire unique aussi. Une entrepreneur née qui avait des aptitudes d'entrepreneur. Tu sais, le genre qui ne se retrouve pas au secondaire, là. Tu sais, qui se dit... mais qui ne rentre pas dans les cases. Puis là, quand vient le temps de choisir qu'est-ce que je vais faire plus tard, bien, on ne trouve pas dans aucune case qu'est-ce que je vais faire plus tard. Un entrepreneur, c'est tellement multi-intérêt que ça a de la difficulté à rentrer dans les cases. Puis il y a l'épisode avec Audrey Vincent aussi. Audrey Vincent, donc, est propriétaire de 2 entreprises manufacturières dans un milieu d'hommes, vendent du gaz, tu sais, industriel. Audrey, c'est ça qu'elle raconte. Elle aussi, elle se retrouvait pas au cégep. Elle était pas capable d'être dans juste un sujet all-in. Parce que habitué d'avoir des intérêts multiples, mais si vous êtes comme ça, souvent, c'est parce que vous avez des talents pour l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un paquet de cases. C'est le marketing, c'est le financement, c'est la communication, c'est la gestion des ressources humaines. C'est un paquet de cases et de départements différents que quand on est à la tête d'une entreprise, bien, on a à sauter de différentes cases et
c'est peut-être un genre de montagne russe, mais je m'explique. On a parlé aussi de TDAH un peu avec Audrey, donc un peu plus tard dans l'année. Ça semble être cette façon différente que le cerveau a. Tu sais, si vous avez des... Moi, je pense, là, sérieux, là, je vous fais une petite confidence, là, mais moi, je pense que ce qu'on appelle TDAH, là, c'est cette espèce de cerveau modifié différemment. Et si c'était de l'évolution? Et si c'était des gens qui sont mieux préparés à gérer l'urgence, à gérer certains types de situations, à gérer... Tu sais, ils disent que les TDAH, ils procrastinent. Non, les TDAH sont hyper performants quand il y a de l'urgence. Après ça, les TDAH, bien, ils sautent d'un sujet à l'autre, ils sont pas capables de se concentrer. Mais c'est parce que les TDAH, peut-être qu'ils sont faits pour... superviser plusieurs choses en même temps puis être capable de porter intérêt à plein d'affaires en même temps. C'est peut-être que c'est un super pouvoir qu'on ne connaît pas encore. Puis là, les gens vont dire, mais pourquoi il y en a de plus en plus? Bien, peut-être qu'on va en avoir de plus en plus de besoins, malheureusement. C'est peut-être ça. Peut-être que les choses sont bien faites. Fait que c'est une petite confidence un petit peu plus... je ne vais pas dire... pas spirituel, mais c'est ma façon de voir les choses, peut-être un peu plus positivement. Épisode 208 avec Audrey Vincent, donc où on a parlé de ça. Cette espèce de moment là au secondaire où on se retrouve pas, au cégep où on trouve ça plate, faire juste un sujet, puis on veut faire plein d'affaires. Mais heureusement, maintenant, on parle plus d'entrepreneuriat, on parle plus de profils multipotentiels où on va aller toucher à plus d'affaires. Et heureusement, le monde de l'éducation, j'espère, est en train de s'adapter un peu plus aux réalités du terrain, aux besoins du terrain. Alors, c'est ce que j'avais à dire sur mon entrevue avec BBGL au numéro 178. Si vous voulez entendre une des meilleures conférencières du Québec, vous pouvez aller voir Isabelle Fontaine. Isabelle Fontaine, qui est un monument de la conférence. Alors, je rencontre plusieurs femmes qui ont plein d'expertise, qui ont gravi les sphères et qui, là, à un moment donné, vivent une transition de carrière puis ils se disent, bien, je vais sortir soit de l'entrepreneuriat, soit de l'entreprise, soit de l'organisation dans laquelle je suis et je vais aller faire des conférences. Puis là, moi, je leur dis souvent, t'es-tu indépendante de fortune? Et là, ils vont me dire non. Pourquoi tu me demandes ça? C'est parce que le marché des conférences pour les femmes, malheureusement, c'est pas facile à monétiser. Il y en a... Tu sais, pour 25 hommes qui monétisent très bien, il y a 2 femmes, puis Isabelle est l'une d'elles. Alors, comment elle a fait? Pourquoi elle? Pourquoi? C'était une prof avant tout, là, donc qui était habituée de parler en public, mais elle a développé, donc, non seulement les compétences de conférencière, mais les compétences de monétiser son talent, qui est tout aussi important que le métier lui-même, là, parce que le nombre de gens qui vont vous demander de venir parler avec votre cœur, puis pour la visibilité, si vous décidez de faire des conférences, là, préparez-vous! Parce que c'est ça, fait que c'est plus dur à monétiser. Fait qu'Isabelle Fontaine, une entrevue fascinante, une fille qui, très jeune, ça m'a marqué de mon entrevue avec elle, elle avait des questions existentielles très jeune. Elle se demandait pourquoi je suis ici, pourquoi je suis sur la Terre. C'est une fille qui va à 100 000 à l'heure, qui se pose des questions, mais qui trouve des réponses. Elle a un parcours absolument fascinant, autant professionnel que personnel. Alors, Isabelle, au numéro 179, là, je me vois aller, je ne me rendrai jamais à la fin. Alors, on va en sauter quelques-uns, mais je revisite donc certains des moments marquants de cette année. Je vais vous parler de l'épisode 181 avec Joanie Lamoureux qui est venue, qui a gagné un prix d'animation pour son émission à Télé-Québec. C'est une fille qui travaille avec les animaux. C'est une autre elle a un métier totalement badass, là. Puis, tu sais, qui s'invente juste dans les films, là. Tu sais, elle travaille avec les oiseaux de proie. C'est une spécialiste des oiseaux de proie. Elle a son émission à Télé-Québec. C'est comme notre... comment il s'appelait, là, l'Australien, là? Crocodile... Non, ça, Crocodile, ça, c'est le film. Mais Steve Irwin, c'est ça, Steve Irwin qui découvrait la nature, puis on le suivait, puis malheureusement, on a perdu Steve Irwin, là. Mais Joanie Lamoureux, c'est notre Steve Irwin du Québec. Puis là, comment on arrive avec une passion pour les animaux, elle, avec une visite au parc safari où elle a eu un coup de cœur extraordinaire. Elle a réussi à en faire son métier. C'est absolument fascinant. C'est une fille que j'ai trouvée formidable à découvrir. La belle
Joanie Lamoureux, épisode 181. Ensuite, qu'est-ce qui nous... Oh mon Dieu, l'épisode 188. Vous voulez pas manquer ça. Vous voulez pas manquer ça, là. Épisode 180. Isabelle Chevrier. Isabelle Chevrier, productrice et showrunner et autrice de Indéfendable, que vous écoutez peut-être à TVA, qui est en ondes depuis 3 ans. Une série absolument fascinante qui tient tête à Stat, qu'on avait... ce qu'on pensait était absolument impossible. Mais oui, Indéfendable est arrivé. Donc, et Isabelle a conçu ce projet-là avec son amoureux, qui est un avocat criminaliste. Donc, on le voit, là, Indéfendable, c'est inspiré là, du monde des avocats, puis c'est très réaliste parce qu'au centre, là, on avait un criminaliste de renom. Et là, donc, il crée ce show-là, puis elle nous raconte l'histoire. Je vous vends pas le punch, mais elle nous raconte l'histoire de comment c'est arrivé, puis comment c'est arrivé à TVA qui ont annoncé qu'elle allait avoir un show tous les jours parce que jamais elle aurait pensé que ça puisse arriver. Et l'année suivante, donc, il gagne des Gémeaux. C'est extraordinaire. Et pendant la période des fêtes, son amoureux et co-auteur est décédé subitement. Et donc, Richard, donc, c'était son amoureux, c'était son co-créateur, son partenaire de vie, son partenaire de business. C'est comment on fait pour continuer dans ces circonstances-là. Isabelle fait preuve d'un énorme courage, d'une générosité incroyable. Je lui ai demandé si elle acceptait de venir nous parler après, ça faisait à peu près 1 an, 8-9 mois que c'était arrivé. Elle a accepté de venir nous en parler, de nous parler de son processus aussi. Et c'est un épisode absolument touchant. Ça m'a bien bouleversée et merci Isabelle. Une dernière Isabelle, épisode 189, Isabelle Hudon, donc présidente de la BDC, de la grande visite aussi qu'on a eue. On est vraiment choyés ici au FM 103.3, des gens qui acceptent de venir nous partager une portion de leur parcours. Puis Isabelle, qui est née dans la marmite de la politique, de la diplomatie, du pouvoir et de l'influence. Et elle nous raconte donc comment on devient présidente de la banque qui gère un nombre infini de fonds. Là, on n'a pas idée là, du pouvoir de cette femme formidable, d'une ténacité, d'une audace, d'une intelligence qui est assez remarquable. Alors, merci Isabelle Hudon d'être venue. Puis je vous souhaite une belle découverte si vous voulez entendre plus sur son parcours. Elle est venue le 6 décembre en plus, qui était la date de commémoration de la Polytechnique. Alors, c'était très symbolique. Merci encore, donc, Isabelle, d'être venue. Moi qui me demandais si j'allais avoir assez de matériel pour vous jaser aujourd'hui. Écoutez, on est chanceux d'avoir eu autant de belles réflexions. On s'en va en musique avec une de nos auteurs, compositeurs les plus légendaires au Québec. On fait et on la voit, là, elle est interprète dans cette chanson-là, mais Diane Tell, d'ailleurs, Diane Tell, j'aimerais tellement ça qu'elle vienne nous voir. Allô, Diane, si tu nous écoutes, viens nous voir au FM 103.3. Et pour l'instant, tu vas nous chanter avec tout un beau groupe, Bruno Petit, Guylaine Tanguay, 2 frères Venedica, France d'Amour, Corneille. Aimes-tu la vie? J'ai du plaisir aujourd'hui à vous partager les perles, des choses que j'ai apprises lors de mes rencontres de cette année à faire une femme de soi, des femmes et un homme qui sont venus me partager leur parcours et desquels on apprend des choses, oui, sur le savoir-faire, bien entendu, mais aussi sur le savoir-être. Quel genre de leader ils sont, quelles qualités ils ont mis de l'avant, qu'est-ce qui est bon de prendre le temps de développer lorsqu'on veut se démarquer, réussir, être bien dans le domaine qu'on a choisi. On n'est pas obligé d'être... c'est pas tout le monde qui est obligé d'être premier ministre dans la vie, là. Ça, moi, tu sais, dans le sens où il y a bien des gens qui me disaient, bon, Jeannie, le leadership, ça touche-tu juste les présidentes de compagnie? Ben non! Le leadership, c'est prendre des décisions.
On prend des décisions tous les jours. Et on se base sur quoi pour prendre nos décisions? Alors, souvent, on nous a appris qu'on peut prendre des décisions sur des analyses, sur des réflexions, sur du data. Donc, ça, c'est tout du cerveau gauche. OK? Mais ce que j'apprends, moi, tous les jours, mais à chacune des émissions, souvent, c'est qu'il y a certaines décisions qui sont dont la genèse est beaucoup plus dans le savoir-être que le savoir-faire. Donc, j'ai plus confiance si je vais là, je me sens plus respectée si je vais là, je vois venir les choses de façon positive si je vais là. Ça se passe aussi dans le ressenti, ça se passe aussi dans le contact, dans la connexion qu'on a avec les gens. Notre parcours va souvent être dicté par différentes rencontres. Je me sens bien que telle personne, c'est pour ça que je choisis d'aller là plutôt que l'autre. On le dit souvent, on a les choix de tête, on a les choix de cœur. Donc, ça va au-delà de ça et c'est pas juste inné. Avoir ce sens-là, donc, du leadership et de la bonne prise de décision, c'est basé sur des choses, des qualités ou des capacités qu'on peut développer. Donc, comme je vous le disais tantôt, l'intuition, ça peut se développer. L'empathie aussi, ça peut se développer. Dans le sens où, c'est sûr, là, il y a des gens qui ont l'empathie plus naturelle que d'autres, mais ça ne veut pas dire que l'empathie ne fait pas partie de vous. Donc, l'empathie, c'est plus prendre soin de l'autre, alors, d'être plus porté vers les autres. Mais pour améliorer son empathie, souvent, ce qu'on va choisir de faire, en fait, c'est ce que je suis capable de pointer, là, souvent, quand je vais rencontrer quelqu'un qui veut améliorer son leadership. Et là où je vois qu'il manque d'empathie, c'est l'empathie envers soi-même. Est-ce qu'on est capable d'avoir de l'empathie sur soi? Est-ce qu'on est capable de se reconnaître? Est-ce qu'on est capable d'avoir cette gratitude-là sur ce qu'on est capable d'accomplir chaque jour, ce qu'on reçoit des autres personnes? Donc, le muscle de l'empathie, plus il se nourrit, plus je trouve que ça augmente le bonheur intérieur, avoir plus d'empathie, de gratitude. Donc, c'est prouvé. On peut faire ça. Alors, vous le voyez souvent, quand on entend les gens parler, ils ont beaucoup d'empathie pour... Je pense à Marine Thomas, justement, qui est épisode 182, donc, qui est la rédactrice en chef de Les Affaires, qui est une leader très empathique et qui est capable, donc, de diriger... de façon féminine, je dirais. Parce que j'ai essayé, hein, c'est rare, j'ai essayé de trouver le... Oui, mais t'es leader de grands groupes. Il doit y avoir des gens, parfois, qui contestent ton autorité ou avec qui tu as le goût de mettre de la discipline. Puis on dirait que son empathie, sa capacité à connecter avec les gens fait qu'elle a moins d'enjeux Parce qu'on en a toujours là, des enjeux, la gestion des ressources humaines, my God, vous le savez, c'est pas facile, là. Fait que, mais on dirait que sa dose d'empathie lui permet de naviguer plus aisément dans son leadership, dans sa façon de diriger les gens. Donc, un épisode fascinant, épisode 182. On a rencontré, là, si vous êtes sur LinkedIn, gang, si vous êtes sur LinkedIn, vous avez sûrement vu passer Emmanuelle Serra. Emmanuelle Serra, c'est une des leaders d'opinion maintenant sur LinkedIn, qui est une fille qui est extrêmement habile, tant en affaires que dans sa relation avec les gens, mais d'une humilité que vous n'avez pas idée. Et, tu sais, quand vous vous dites, au départ, on dirait c'est une fille qui vient du milieu de la construction. Elle a commencé des back-office dans l'industrie de la construction, mais elle gérait des boys, elle se faisait entendre des gars du chantier. Je dirais pas enveloppée là, comme une fille de grande tour là, de Montréal ou comme une universitaire doctorante. Là. Emmanuelle Serra, c'est une fille de chantier, mais elle a su se positionner dans sa vie numérique et comme leader de son domaine, comme leader d'opinion. Donc, elle a pris la parole sur les réseaux sociaux. Elle a fondé Ensemble pour la construction, qui est un grand rassemblement dans son domaine. Puis, elle a été donc reconnue assez rapidement comme une leader parce que du back-office, elle est devenue qu'elle dirigeait sa propre entreprise, une entreprise qu'elle a vendue et maintenant, elle fait du service conseil puis elle te les organise, les boys.
OK? Puis, vous l'écouterez à son épisode Emmanuel 184. Vous l'écouterez, là, on a le feeling que si Emmanuel a dit d'aller à droite, là, on s'en va à droite. Comprenez? Elle a eu 4 enfants, 4 pères différents, elle nous raconte ça. Vous l'avez peut-être vu aussi à l'émission... voyons, moi, je l'avais, là. J'allais dire La Voix de l'amour, mais tu sais, l'émission à TVA le dimanche, là. Hein? Donc, on l'a vu, donc, à La Voix de l'amour, je pense que ça s'appelle demain. Elle est allée parler de son parcours, donc 4 enfants, 4 pères différents. Elle en parle aisément, elle en parle dans l'entrevue. Donc, c'est une femme qui a eu des enjeux de violence conjugale aussi, dont elle s'est sortie. Donc, la résilience, elle a la résilience pas mal tatouée, notre chère Emmanuel. Mais c'est ça, c'est une fille de cœur. Avant tout, c'est l'impression qu'on a quand on la rencontre, mais c'est une fille de tête aussi. Tu peux pas réussir en business si tu n'as pas, cet intérêt-là vers l'innovation, vers ce qui s'en vient. Puis, vous allez voir, c'est pas pour rien qu'elle est rendue avec plus de 25 000 personnes qui la suivent sur LinkedIn. Puis... Et son positionnement, donc, et pour elle et pour Ensemble la construction, c'est parce qu'elle a été dans les premières. Puis si vous voulez devenir leader d'opinion sur LinkedIn, c'est le temps encore, mais dépêchez-vous. Parce que là, les gens sont en train de se réveiller. Là, il y a des gens qui vont prendre le pôle. Donc, c'est un marché d'influence important, LinkedIn. Avoir de l'influence dans le milieu des affaires, être une voix entendue et reconnue dans le milieu des affaires, c'est intéressant. Ça va devenir intéressant avoir une plateforme. Alors là-dessus aussi, c'est pas de ça qu'on a parlé dans l'épisode avec Emmanuel. Elle nous a parlé plus de son parcours, donc comment elle arrive là. Mais en ce moment, je vous dirais que c'est une leader à ne pas manquer. Hein? Moi, je regarde, je suis les gens qui se démarquent. Bon, Emmanuel, j'ai travaillé avec elle, mais tout ça pour dire que je suis les autres aussi qui se démarquent. Je regarde comment ils font leur parcours, comment ils se rendent là où ils se rendent, parce que mon métier, moi, c'est de tracer des trajectoires pour ceux qui veulent devenir les leaders ou ceux qui sont reconnus dans leur domaine. Donc, j'étudie les autres trajectoires. Et parlant de leader dans le domaine, épisode 193, que j'ai beaucoup aimé. Et je pense que c'est un épisode où on a des images aussi. Ça a été dans nos premières images sur YouTube avec Caro Vizina, qu'on a connue à Occupation Double, mais qui est surtout une danseuse internationale qui fait des tournées mondiales avec les plus grandes vedettes. En ce moment, elle est en Europe. Donc, comment elle a fait pour se rendre jusqu'à Los Angeles, être sollicitée pour toutes les grandes tournées. Alors, on a vu, dans une si jeune fille, là, moi, j'ai vu une conscience d'elle-même puis de son leadership que j'ai rarement vu chez des gens de son âge. On voit qu'elle a des aptitudes humaines au-delà de ses aptitudes en danse qui font d'elle quelqu'un qui va faire sa place parce qu'elle se voit aller. Comprenez-vous? Ça prend un moment dans notre vie, généralement, avant qu'on soit capable de se détacher de soi-même, de se détacher de ses émotions, de se détacher de mon « je me moi », de « j'ai vu ça, puis ça va pas bien », de se détacher de ça, puis de se regarder aller. Puis à un moment donné, elle raconte à quel point elle était anxieuse, elle était nerveuse, elle venait d'avoir une proposition à quelques jours d'avis, elle a-tu être capable, elle s'est posé 12 000 questions, elle a eu peur, tout ça. Et à un moment donné, elle dit, c'est comme si je me suis vue aller. Puis je me suis regardée, puis je me suis dit, « Hey, là, si tu veux réussir, là, grande, là, tu vas y trouver solution, là. » Fait qu'elle a appris toute une chorégraphie toute seule sur YouTube pour être capable de performer à quelques jours d'avis sur une grande scène mondiale. Elle a trouvé ses solutions plutôt qu'être paralysée par la peur. Mais cette faculté-là, là, de se voir aller, là, c'est quelque chose qui se développe aussi, encore une fois, mais on est encore dans le savoir-être, mais c'est là qu'on voit on voit poindre des indices de personnes ou personnalités qui vont être capables de se démarquer. Puis, si vous m'écoutez en ce moment, vous dites, oui, mais moi, je suis pas de même, mais je veux juste vous dire, tu n'es pas de même, tu le développes. Tu sais, c'est comme, tu n'es pas capitaine de bateau expérimenté. Il faut que tu commences à naviguer, il faut que tu expérimentes une coupe de tempête, puis après, tu deviens expérimenté. Puis, il y a des gens qui, dans leur vie, ils n'ont pas... Ils sont super chanceux, là. Ils n'ont pas vécu les tempêtes qui leur ont permis de développer ces aptitudes-là, que tout le monde a un peu à l'intérieur de soi. On a plein d'aptitudes à l'intérieur de soi, mais on ne les développe pas toutes, tu sais. Fait que
parfois, donc, on peut aller en formation pour développer certaines aptitudes. Tu sais, exemple, il y a des gens qui sont en bungee, là. Honnêtement, moi, je suis entrepreneur depuis 25 ans, j'ai pas besoin de sauter en bungee. Moi, quand t'as 40 minutes d'une émission live, je me fais canceller une entrevue. C'est l'équivalent d'un saut à bungee. Hein, ça m'est arrivé quelques fois cette année. J'ai eu... c'est ça, c'est la première année que ça arrive. Là. On dirait que les gens pensent qu'on est à la radio pourtant, puis les podcasts, vous savez, c'est du préenregistré. Donc, les gens pensent que c'est correct, on fera ça la prochaine fois. Non, c'est parce que ça marche pas. On est live à la radio. Mais ceci dit, donc, quand on est moi, en tout cas, des situations bungeesques, là, j'en vis souvent, fait que j'ai pas en tout le goût d'aller faire ça à la fin de semaine. Zéro. Mais c'est ça, on se challenge des fois pour voir si on a les aptitudes de confronter nos peurs, que d'aller au-delà de ce qu'on pense être capable, etc. Donc, c'est des choses qui se développent. Fait que je veux pas que... C'est ça qu'on fait quand on développe notre leadership, exemple, mais on peut développer aussi les diverses capacités, comme que ce soit la communication consciente ou justement cette façon-là de s'élever, tu sais, au-dessus de soi-même pour se regarder aller, là. Alors, tu sais, il y a plusieurs formations qui nous permettent donc d'avoir une conscience de soi plus développée. Donc, parlant de conscience de soi, tiens, épisode 195, on a reçu une grande maître bouddhiste, donc une Chinoise d'origine qui est venue ici au Québec, qui a été entrepreneur, vient d'une famille d'entrepreneurs, mais à un moment donné, elle a dû elle-même trouver des solutions à ses pertes d'énergie, à ses douleurs, à ce qu'on diagnostiquait comme une fibromyalgie ou qu'on mettait dans une espèce de plat, là, c'est dans ta tête, là. Alors, souvent, quand malheureusement, là, ça arrive, et... Alors, elle a trouvé des solutions dans le cadre des pratiques, donc de présence et de méditation. Et ce que j'ai trouvé intéressant de Martine, c'est que ce qu'elle dit, c'est que les méthodes de méditation qu'on enseigne aujourd'hui, là, puis qui sont basées sur des années de pratique. Là, ils vont enseigner, méditation transcendantale, méditation pleine conscience, méditation de l'affaire. Ça a été conçu dans les années 1800, mettons, ou je ne sais plus. Ça fait longtemps que ça a été conçu. À l'époque, elle dit où le cerveau était sollicité mettons, je dis n'importe quoi, là, mais mettons que notre cerveau est sollicité à 18 %. Parce qu'il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de TV, il n'y avait pas ci, ça. Fait que de calmer ce qui se passe dans le cerveau, quand il n'y a pas trop de sollicitations, bien, tu t'appliques une méthode, là, tu t'assois puis tu respires. Hein? Mais là, quand on a une multiplicité de sollicitations puis qu'on est ultra hamsterisé, tu sais, dans notre tête, là. Tu sais, le hamster, il y en a un, puis deux, puis trois, puis ça roule. Elle, ce qu'elle dit, c'est qu'on ne peut plus utiliser les mêmes méthodes. Fait que ce qu'elle a fait, elle a comme updaté les méthodes bouddhistes. Elle a trouvé des façons qui sont plus puissantes pour arrêter ces pensées-là. Elle appelle ça les pensées vagabondes qui nous atteignent beaucoup plus qu'on le pense, qui nous vident de notre énergie beaucoup plus qu'on le pense. On n'est pas conscient d'à quel point on se fait vider par l'activité de notre cerveau. On pense que c'est parce que c'est dans notre tête, puis on n'est pas en train de bûcher du bois ou d'aller faire de la faux dans le champ en arrière, qu'on ne dépense pas d'énergie. Non. Dépenser du jus de cerveau, c'est de l'énergie aussi. Alors, avec Martine Chou, on parle justement de ça. Comment on fait de nos jours aujourd'hui pour aller utiliser... Puis c'est un feeling que j'en ai fait plein là, de formations, de méditation. Puis je suis même allée là, dans des ashrams. Là, puis j'ai essayé là, de me calmer les nerfs. Là, hein? Moi, c'est ça. J'en ai plusieurs hamsters. Je vous ai parlé de ma neurodivergence aussi cette année. Alors, j'ai appris donc que j'ai la pensée en arborescence. Fait que là, ça ajoute. Là, tu sais, mon hamster, lui, il est crinqué, là. Alors, ça ajoute à ça. Donc, j'ai essayé plusieurs choses, puis j'ai aussi eu Martine, ce qu'elle fait, ça m'a intéressée parce que c'est une femme. Puis il n'y a pas de grand maître bouddhiste féminin, hein, ça n'existe pas dans leur monde. Tu sais? Fait que c'est moi qui l'appelle de même. Fait que
Parce que les femmes n'ont pas le droit, tu sais. Mais j'ai longtemps pensé que, tout comme la médecine, exemple, on a découvert il y a quelques années que la médecine cardiaque n'était pas du tout adaptée aux femmes, parce qu'on avait seulement développé, étudié, recherché sur des sujets masculins, puis les problèmes cardiaques chez les femmes ne se manifestent pas de la même façon. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on a continué à faire de la recherche. Et si c'était la même chose pour la méditation? Et si c'était la même chose pour l'entraînement? Et si, donc, alors moi, je cherche toujours des méthodes un petit peu plus adaptées aux femmes. Alors, c'est ce que Martine nous a proposé. On a eu quelques épisodes, justement, où on a parlé de... Autour de la Saint-Valentin, on a parlé d'amour. D'amour avec Julie Rouvier et deux autrices, hein, et Pascal Hubert, dans le domaine de l'amour. Comment on fait pour reconnecter aujourd'hui? Comment on fait pour trouver l'amour? Puis c'est Pascal Hubert, elle m'a comme réhabilité par rapport au dating qui vient là, de plateforme ou quoi que ce soit, là. Elle m'a fait voir le dating de façon plus optimiste en disant le dating, dans le fond, c'est un voyage vers soi. En rencontrant d'autres personnes, on apprend à mieux se connaître. Chaque conversation, on se découvre un peu plus. Et c'est vrai, dans le fond. Donc, si on se met la pression, donc, de résultats, plutôt que focusser sur le processus, qui est de prendre le temps d'aller à la rencontre de d'autres personnes, prendre le temps d'aller à la rencontre de soi-même, ça peut être extrêmement, je dirais, empuissançant. Me permettez-vous? Ou ça, c'est une redécouverte de soi. On est qui? Souvent, les gens vont se séparer après des années. L'idée de retourner sur le marché, c'est pas intéressant. Là, tu te dis, oh non, tout d'un coup que... Mais et si c'était quelque chose qui nous permettait d'apprendre à savoir qui on est aujourd'hui, en ce moment? Et si c'était un processus qui vous permettait d'être au courant de ce que vous pensez de ci, de ça. Qu'est-ce que... Tu sais, quand vous avez à vous présenter à quelqu'un d'autre, bien, il va vous poser des questions souvent que vous ne posez pas vous-même. Alors, c'est super intéressant comme processus. Puis merci à Pascal Hubert, donc, qui nous a parlé de ça. Julie Rouvier, elle nous a parlé d'amour qui dure. De l'amour qui dure, d'un processus de redécouverte du couple par le biais du tantrisme. Donc, elle a parlé de sexualité consciente. C'était super intéressant. Épisode 196. On en a-tu eu des belles affaires à faire une femme de soi cette année? Ensuite de ça, on a eu nos femmes d'exception. Pour nos femmes d'exception, là, l'épisode 200, l'épisode 201, l'épisode 202, c'est des super... Vous allez voir, là. C'est pas parce qu'on n'est pas connu qu'on n'a pas une histoire fascinante. Et toutes ces femmes-là ont des histoires fascinantes. Véronique Garneau, donc, qui a une grande carrière dans le milieu publicitaire, qui décide de faire des bijoux, qui suit sa passion et qui démarre son entreprise de bijoux personnalisés. Mais vous allez voir, c'est une fille qui a un beau parcours. Ensuite de ça, on a rencontré la belle Julie Labrosse, que j'ai eu la chance de revoir cette semaine parce que je suis allée à la co-animer le podcast avec Régent Gauthier de la jungle des affaires, puis la belle Julie était là, je l'ai revue, donc, de l'autre côté du micro. Une fille super talentueuse. D'ailleurs, on a fait... Julie, elle a fait un TikTok viral, là, avec des portions de notre entrevue. Je pense que c'est TikTok, puis même Instagram, parce que Julie, ça s'est présenté dans le cadre de notre entrevue. On n'avait pas prévu de parler de ça. Mais Julie, pendant la pandémie, donc, elle a décidé de régler ses problèmes d'alcool. Elle a admis son problème d'alcool, puis elle a décidé de le régler. Puis elle nous a partagé cette portion-là de son parcours avec une vulnérabilité, une authenticité que j'ai trouvée admirable. Les gens l'ont aimé, l'ont découvert dans le cadre de cette émission-là. Et d'ailleurs, c'est ça, maintenant, elle co-anime quelques épisodes avec Régent Gauthier. C'est pas rare, hein, que des femmes qui viennent en faire une femme de soi. Bon, premièrement, je sais que Régent nous écoute. Fait que si tu nous écoutes aujourd'hui, bonjour. Je sais qu'il nous écoute, puis il spot
des invités qui viennent ici, puis ils les invitent aussi sur son podcast. Ça me fait bien plaisir qu'on a des goûts qui se ressemblent. Puis ça me fait plaisir aussi de servir de tremplin pour permettre aux femmes qui viennent ici d'aller se faire voir ailleurs, comme on dit, mais d'avoir une autre plateforme sur laquelle partager leur parcours, leur savoir, leur expérience. C'est extrêmement intéressant. Finalement, Lee Courchaine, donc une femme d'excellence dans le milieu du pharmaceutique, qui a eu un parcours fascinant. Tu sais, elle a un bac en philo. Comment est-ce qu'on devient un des piliers, une des pionnières des agences de marketing en pharmaceutique? Mais ça veut dire qu'elle gère des médecins, de la médecine, elle explique la médecine à des centaines de médecins, puis des médicaments, puis des protocoles, puis tout ça. Une fille brillante, bref, qui a une carrière tout aussi colorée que sa personnalité. À l'épisode 202, vous allez voir Mélanie Ganimé, avec qui on a beaucoup ri, épisode 203, qui est venue nous parler. 204, Marcia Pilote. Manquez pas ça, Marcia Adette Pilote, autre succès viral sur les réseaux sociaux depuis qu'on est filmé. On est tellement chanceux que certaines d'entre vous découvrez nos femmes via les réseaux sociaux. Je pourrais continuer longtemps. On a eu une belle année à faire une femme de soi. Puis c'est grâce à vous, encore une fois. Puis c'est grâce à toutes celles qui choisissent de venir nous partager leur expérience, leur expertise, puis qui me font le bonheur d'être ouverte et généreuse pour vous donner des outils, de l'inspiration. On a besoin de modèles, puis on a aussi besoin de réaliser qu'elles sont vulnérables et qu'elles sont comme nous, finalement, parce que quand on comprend que ces femmes leaders-là, avec les grandes carrières qu'elles ont, sont comme vous puis moi, au final, on réalise qu'on peut y arriver aussi. Puis qu'il n'est jamais trop tard. Hein? Je vais vous dire quelque chose, il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Il n'est jamais trop tard pour commencer un nouveau parcours. Il n'est jamais trop tard pour s'initier à une nouvelle passion. S'il y a un message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui à faire une femme de soi, c'est bien celui-là. Alors, c'était un immense privilège d'être avec vous en solo aujourd'hui à faire une femme de soi, de vous partager ce survol de notre année. Je vais être là la semaine prochaine. Hein? C'est pas parce que je serai pas là. La semaine prochaine, un petit épisode avec une invitée spéciale. Une femme entrepreneur qui ose, elle ouvre quelque chose en retail après un grand succès numérique. Elle décide de s'en aller en retail. Vous allez me dire, Janie, ça n'a pas de bon sens faire du retail. À ce temps-ci, c'est difficile, mais elle ose. Elle est formidable. Vous allez voir la créativité de cet entrepreneur-là. La nouvelle Lise Wattier, Marilyn Pellerin, est avec nous la semaine prochaine. Alors, c'était un immense bonheur encore une fois. Vous le savez, je vous aime tellement. J'ai de la misère à m'en aller chaque semaine. Mais passez un bon week-end si vous nous écoutez en podcast. Allez écouter ceux que je vous ai référés. Je vous adore.